Au Kenya, les violeurs d'une adolescente de 16 ans ont été condamnés à 15 ans de prison lundi, une affaire qui avait suscité un énorme scandale dans le pays et dans le monde entier. La réunion annuelle des directeurs de la pharmacie et du médicament d'Afrique subsaharienne francophone s'est tenue à Abidjan. Son objectif, entre autres, la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés. Des réfugiés venus du Yémen ont trouvé refuge dans le désert près d'Obok à Djibouti, une traversée particulièrement difficile pour les femmes et les enfants. C'était là le sommaire de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. 3 des 6 hommes ayant participé en 2013 au viol collectif de Lise, une Kenyane de 16 ans, tabassée et laissée pour morte dans une fosse septique, ont été condamnés lundi à 15 ans de prison au Kenya. Cette affaire avait suscité un scandale car, outre les détails abjects de l'agression, la presse avait révélé que 3 des violeurs présumés avaient été livrés par des habitants à la police. Le procès s'était ouvert fin juin 2014, un an après la brutale agression de Lise. Avec un seul accusé dans le box, les 5 autres étant alors en fuite. 2 d'entre eux ont ensuite été arrêtés et ont rejoint le premier accusé devant le tribunal. Abidjan vient d'abriter la réunion annuelle des directeurs de la pharmacie et du médicament d'Afrique subsaharienne francophone. Plusieurs sujets étaient au cœur des débats, notamment la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés ainsi que l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. Les détails avec Chris Parten Assemian, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Marché central de la commune d'Agamé à Abidjan. Ici, plus de 8000 femmes vivent de la vente illicite des médicaments. On trouve sur ce lieu, communément appelé marché Roxy à Abidjan, toutes sortes de médicaments défiant les règles de la conservation et de l'hygiène. Un mal ressenti au plus haut sommet de l'État. Face à ce phénomène, les autorités sanitaires ivoiriennes ne cessent d'appréhender et expérimenter de nouvelles posologies pour endiguer le mal. La proposition qui nous a été faite, nous, à notre niveau, c'est que ces 8000 femmes soient orientées dans d'autres activités, parce que si on ne les oriente pas, si on n'essaie pas de les encadrer, évidemment, on ne fera que déplacer, parce que l'objectif, c'est de détruire ce marché Roxy, ce marché à ciel ouvert de vente illicite. Mais la nature a horreur du vide. Alors si, bien sûr, nous détruisons, ces femmes-là vont se déplacer un peu partout. C'est vraiment un réseau comme on en connaît. Selon Raymond Kofi Goudou, ministre ivoirienne de la Santé, il y a bon espoir que les médicaments ne se retrouvent plus dans les rues car la Côte d'Ivoire s'est engagée sur la voie de la réforme dans le domaine de la santé et de la maladie. Dans toute la sous-région, nous puissions ensemble travailler et que nous puissions apporter et montrer qu'en Afrique, on est capable, pas seulement de faire des guerres, de se disputer, mais on est capable également de saisir les opportunités, de donner à nos populations, de vivre dans des cadres agréables, et cela est possible. C'est dans ce contexte que s'est tenue à Abidjan, en début du mois d'avril 2015, la réunion des professionnels africains de l'industrie pharmaceutique. Et si la question de l'harmonisation de la réglementation de la profession a été abordée au cours de cette rencontre, la question de la contrebande et de la contrefaçon autour du médicament a dominé les débats. Aujourd'hui, on estime à coups de milliards de francs CFA les préjudices subis chaque année par les entreprises pharmaceutiques en Afrique de l'Ouest. Déjà 1 an que plus de 200 lycéennes de Chibok ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Malala Yousafzai, la jeune prix Nobel de la paix pakistanaise, a appelé lundi les dirigeants nigériens et la communauté internationale à faire plus d'efforts pour leur libération. Cet appel intervient après la victoire du général Bouhari, le nouveau président qui a promis lors de sa campagne électorale lutter contre Boko Haram. Presque 1 an jour pour jour après le kidnapping massif des jeunes filles dans un lycée du nord-est du Nigeria, on est toujours sans nouvelles des 219 d'entre elles. Ce rap
Puis les propos choquants tenus par le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, promettant dans une vidéo de les vendre comme esclaves ou de les marier de force, avaient suscité une vague d'indignation internationale. À la veille de cet anniversaire, la Pakistanaise, prix Nobel de la paix, Malala, a adressé une invite aux autorités nigérianes. Des voix s'élèvent aussi pour dénoncer la lenteur et la passivité avec laquelle l'armée locale agit dans ce dossier. Ce n'est pas que l'armée n'est pas en train de faire quelque chose. Oui, ils sont en train de libérer les villes et ils supplantent les combattants de Boko Haram. Mais où vont ces combattants de Boko Haram? Et ils constituent toujours un danger pour les communautés. C'est ce que nous disent les gens. La lettre de Malala, qu'elle présente comme un message de solidarité et d'espoir, est publiée alors qu'une série d'initiatives est prévue dans le monde pour marquer les 12 mois de captivité des lycéennes, telles que des marches, prières et veillées. L'ensemble de la famille de Bring Back Our Girl, les familles des filles de Chibok, tous les sympathisants dès le premier jour, nous avons juste décidé de garder cet espoir, la foi et croire que nos filles sont vivantes et qu'elles vont revenir à la maison en toute sécurité. Le 14 avril 2014, des combattants de Boko Haram avaient pénétré dans un dortoir du lycée de Chibok, une ville de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, où l'insurrection islamiste faisait rage depuis des années. Ils avaient emmené 276 adolescentes. 57 jeunes filles étaient parvenues à échapper à leurs ravisseurs par la suite. Cela fait déjà 4 ans que Laurent Gbagbo a été évincé du pouvoir suite à la crise née des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Ces militants en exil au Bénin se souviennent encore de cette date du 11 avril et espèrent toujours sa libération. Reportage. La crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire a laissé derrière elle 3000 morts selon l'ONU et des milliers de réfugiés. En exil au Bénin, les militants du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, réunis à travers la coalition des patriotes ivoiriens en exil, ont commémoré les 4 ans de l'arrestation de leur leader charismatique. Pour eux, le seul dirigeant légal de la Côte d'Ivoire reste Laurent Gbagbo. Les gens savaient, avant les élections, que Laurent Gbagbo allait gagner. Le jour des élections, le premier tour, il a gagné largement. Au deuxième tour, devant leurs difficultés, ils ont mis la pagaille. Que nous avons documenté, que nous avons utilisé comme la loi le permet, pour invalider les élections dans les zones où elles n'étaient pas crédibles. Ça peut faire mal, mais la Côte d'Ivoire est vassalisée. La Côte d'Ivoire est passée de l'état de droit à l'état de nature. La Côte d'Ivoire est sous domination. Ça peut faire mal, mais c'est la réalité, c'est l'état des lieux. La seule condition pour arriver à la réconciliation reste pour eux la libération de Laurent Gbagbo afin de garantir la paix, gage de stabilité et de développement. La Côte d'Ivoire doit se réconcilier avec elle-même. Et ça ne peut pas se faire si Laurent Gbagbo est à la haine. La réconciliation entre deux parties. Les deux parties doivent être face à face, mettre sur la table chacun les griefs qu'ils ont les uns contre les autres et puis on arrive à un compromis. Pour que le tissu social qui est si délabré actuellement se reconstitue, pour que la Côte d'Ivoire redevienne la terre d'hospitalité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, que Laurent Gbagbo soit remis dans la société ivoirienne où il a sa place. Nous souhaitons que Laurent Gbagbo soit libéré, pour que Laurent Gbagbo s'adresse à ses militants, toujours dans le sens de la réconciliation. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Nous voulons rentrer dans le pays avec notre leader, pour qu'il nous explique ce qui a marché, ce qui a marché, pour qu'on puisse ensemble opérer la mue et avancer. En Côte d'Ivoire, pour commémorer cette date, Pascal Affinguesson a profité pour investir Marcel Gossio avec pour mission de coordonner les actions pour la libération de Laurent Gbagbo. Concernant la crise qui secoue le Front populaire ivoirien, il a souligné que la fronde et la défiance ne servent ni la cause du président Gbagbo, ni les intérêts du FPI, encore moins de la Côte d'Ivoire. Malgré la distance, ces partisans de Laurent Gbagbo au Bénin restent préoccupés par la situation en Côte d'Ivoire, notamment la condamnation de l'ex-première dame Simone Gbagbo, ainsi que la crise qui secoue actuellement le Front populaire ivoirien. Voici quelques extraits de leurs opinions. Non, je pense que ce n'était pas un procès. La preuve, c'est que le procureur lui-même est parti en appel contre la décision rendue par la cour d'assises. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous savez que c'était tout sauf du droit. On a voulu clouer le bec à quelqu'un, on a voulu rabattre le caquet à quelqu'un, et on s'est donné les moyens de le faire. Cette dame-là a souffert aussi. Il faut qu'on pense à elle.
Elle est condamnée injustement. Pourquoi elle est condamnée? Rien. Même le fils de Laurent Gbagbo a été condamné par délit de patronyme. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. On se rappelle aussi d'elle et on sait qu'elle a été condamnée injustement. Mais Dieu ne doit pas, ça va aller. Dans tous les partis politiques, quand le leader n'est plus aux commandes, et quand ça ne se passe de façon si brusque, donc sans préparation de cette situation, il y a toujours une période de flottement. Vous avez le FPI divisé en deux clans. Il y a un clan qui se réclame de Laurent Gbagbo, qui semble être, selon les dires de Pascal Affi-N'Guessan, le clan minoritaire. Il se trouve que la minorité est en train de mettre celui qui prétend avoir la majorité en difficulté. Quand vous avez la majorité dans votre parti, vous ne saisissez pas la justice de votre pays pour régler un problème de parti. Non, mais vous voyez maintenant qu'on ne peut pas se réconcilier dans ce pays s'il y a des gens comme Affi-N'Guessan à qui on a fait confiance et aujourd'hui qui se comportent comme ça. Non, c'est scandaleux. En bref et en images, près d'une centaine de réfugiés venus du Yémen ont foulé le sol djiboutien. Récemment arrivés par bateau depuis la ville d'Aden, ils ont trouvé refuge dans un camp dans le désert près d'Obok à Djibouti. La traversée dure une vingtaine d'heures à bord d'un bateau de transport d'essence. Les conditions de voyage sont particulièrement difficiles, surtout pour les femmes et les enfants. Le Yémen est déchiré par une guerre civile qui dure bientôt un mois. En Guinée, des militants de l'opposition ont été blessés par balles lors de heurts qui ont éclaté lundi à Conakry. En effet, la police a ouvert le feu alors qu'ils ont voulu manifester dans la capitale contre le pouvoir en place. Bilan, au moins une personne a été tuée et une dizaine d'autres ont été blessés par balles lundi à Conakry, dont plusieurs. Cependant, le ministre guinéen de la Sécurité a démenti que la police ait utilisé des armes à feu contre des protestataires à Conakry. Les détails. De violents affrontements ont opposé des partisans de l'opposition aux forces de l'ordre en Guinée ce lundi. Les heurts ont éclaté après que la police a ouvert le feu sur la foule qui voulait manifester contre le pouvoir en place. Au total, une dizaine de personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital. La manifestation en question fait suite à l'appel de l'opposition à manifester contre l'insécurité dont elle impute la responsabilité au président Alpha Condé après l'agression de son porte-parole le 4 avril dernier à Conakry. Une attitude dénoncée par le président du groupe parlementaire de la majorité qui accuse l'opposition de vouloir instaurer un climat d'instabilité dans le pays par des manifestations non autorisées. L'opposition guinéenne dénonce également l'inversion du calendrier électoral après que la Commission électorale nationale indépendante ait fixé la présidentielle à octobre 2015, repoussant une nouvelle fois à mars 2016 les élections locales qui ne sont plus tenues depuis 2005. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. À vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée en compagnie de nos programmes. À bientôt.